Décembre 2013, Lyon fête la lumière. Environ 4 millions de personnes en 4 jours de fête ont participé à cette célébration de la fée électrique. Parfois technologique et spectaculaire, souvent poétique, ces installations éphémères ont changé notre perception de la ville, de ses places et de ses rues. Instant magique, coloré. Qui sont les artisans de cette métamorphose ? Social Net Club a rencontré pendant 4 jours et 4 nuits celles et ceux qui fabriquent ce moment unique. Ils et elles s'appellent Chantal Thomas, Georges Kepenekian, Jean-Philippe Corlin, Jean-François Zuravic, Jean-Charles de Castelbajac, Nadil Gélas. Ils sont quelques-uns des créateurs de cet événement qui permet à notre ville de rayonner dans le monde entier et de toucher, de prendre la lumière. À l'issue de cette fête lumineuse, la lumière est coupée certes, mais la vie ne s'arrête pas pour autant. Victor Bosch, directeur du Radiant Bellevue, Stéphane Cazé, directeur de l'Odéon, du Rideau Rouge, du Boui-Boui, viendront évoquer leur actualité spectacle du mois de décembre et vous donneront quelques idées de sortie pour ces fêtes de fin d'année, histoire de finir en beauté l'année 2013. Avant de retrouver nos invités, nous sommes allés lors de l'inauguration nous entretenir avec Georges Kepenekian, adjoint au maire de Lyon, délégué à la culture, au patrimoine, aux grands événements et aux droits des citoyens. Et je vous propose de l'écouter. Il nous parle de l'importance de l'éclairage et de cette prouesse technique et la renommée internationale des Lumières de Lyon. On vient d'inaugurer le tube mode doux avec la ministre Flore Pellerin, ce qui est quand même un beau petit événement. Et vous avez vu qu'il y a une vraie création sur les voûtes de ce tube qui est de nature à mettre un peu de féerie au fond dans un tunnel qui est juste fait pour passer. C'est ça. Donc on ira voir peut-être on passera là et on fera le kilomètre 8 juste pour le plaisir de voir ce qui se passe au fond tous ces murs. Mais au fond, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que d'un tube, comme on le dit, vous en avez fait une œuvre, c'est-à-dire d'un banal tunnel de secours, vous en faites une œuvre pour les Lyonnais, mais aussi pour tous les touristes. Ah ben bien entendu, je pense que, vous savez, comme on est venu voir beaucoup les parkings de Lyon, puisque nous avons su les mettre en valeur par le travail des artistes, eh bien je crois que c'est à Lyon, mais ça procède de l'aménagement des berges du Rhône, de l'aménagement des rives de Saône. C'est toujours notre souci à Lyon d'allier architecture, transformation de la ville, sans oublier les fonctions essentielles. Et je pense que nous avons maintenant un vrai savoir-faire, une envie de faire, et du coup les idées germent. C'était quand même pas gagné. Je crois que je discutais avec le patron de Vinci, qui quand même court le monde, et il n'a pas d'exemple en tête qu'on ait fait un tube d'1,8 km en l'animant, en le faisant briller, en donnant à voir ces images un peu magiques. Et qui vont nous faire oublier qu'on est dans un tube, parce que pour ceux qui sont peut-être un peu claustrophobes, on n'irait peut-être pas faire 1,8 km. Voilà. Donc en vélo, d'accord, en bus, d'accord, en roller, d'accord, mais on pourra le faire à pied. Et alors du coup, Lyon devient une référence pour les lumières et dans le monde entier en fait. Ah oui, je pense que... Il y a un savoir-faire. Ah oui. Je pense que comme souvent aussi à Lyon, on sait capitaliser. On a eu une envie de mettre cette ville en lumière dans les années 89. Et il faut rendre à Michel Noir d'avoir lancé cette initiative. Mais vous voyez, ceux qui arrivent ensuite ont toujours l'idée d'amplifier l'héritage qu'on a reçu. Et je crois que le savoir-faire de nos services, la capacité avec les partenaires d'attirer ici des artistes qui n'ont pas pensé d'abord traiter la lumière, parce que Jean-Charles de Castelbajac, Chantal Thomas, mais Patricia Ruiz de la Prada l'année dernière, ont envie de tester ce matériau, comment on peut traiter de la soie, comment on peut traiter la peinture. Je crois que ça donne vraiment des idées aujourd'hui d'une lumière qu'on peut traiter comme un artiste peut imaginer de faire des créations. Je crois que cette espèce de creuset dans lequel artistes, fabricants de lumière, créateurs de la technologie, on devient aussi un vrai showroom. C'est-à-dire que les grosses boîtes trouvent là aussi un moyen
d'expérimenter, de développer de nouvelles technologies. Vous savez que on l'avait déjà évalué l'année dernière, mais le surplus d'énergie de 4 jours de mise en lumière de la ville, c'est 5 000 €. Donc, voilà, vous avez bien travaillé justement. c'est les technologies, les LED, vous permettent de faire des trucs fantastiques. Ouais. Qui plus est, nous baissons le niveau de lumière de la ville pour que la fête et les créations soient encore plus visibles. Donc vous voyez, il y a aussi toujours ce souci à Lyon, un sou est ton sou, monsieur, comme dirait Guignol. Voilà, comme dirait Guignol qu'on retrouvera donc tout à l'heure, hein, en toute fin d'émission. Pour l'heure, eh bien, on se tourne du côté de Jean-Philippe Corlin, qui dirige l'agence De Facto. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Jean-Philippe, vous avez mis en lumière le projet de Chantal Thomas. Comment on arrive à travailler avec Chantal Thomas? Comment ça se passe? En fait, c'est une démarche que l'on a initiée déjà l'année dernière, à vrai dire. On connaît assez bien, moi je suis lyonnais, on connaît bien la Fête des Lumières et on avait envie, je suis sur les pentes de la Croix-Rousse et on est proche du village des créateurs avec qui je suis très ami. Et un soir, dans une discussion, on s'est dit, pour amener d'un petit peu de nouveauté, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on s'est dit, il faudrait arriver à faire réfléchir des créateurs, des créatrices en l'occurrence, qui ne soient pas du monde de la lumière et en l'occurrence du monde de la mode, pour leur demander de nous proposer des concepts que l'on pourrait mettre en œuvre et à qui on donnerait vie. Et c'est difficile de travailler avec des créatrices qui doivent partir vraiment dans des domaines complètement très hauts, quoi. Disons, ce qui est difficile effectivement au départ, c'est quand même de faire réfléchir des gens sur une matière qu'ils ne connaissent pas. Ils sont tout de suite enchantés par l'idée au départ. Ceci dit, entre l'idée et la réalisation, il y a souvent un pas. Donc c'est vrai qu'on se retrouve après une phase de réflexion. On a fait venir Chantal à Lyon, etc. Il a fallu lui montrer l'envergure, lui donner un peu la dimension de la Fête des Lumières. Et elle nous a effectivement dessiné ce concept cette année de bouquet de fleurs, où elle vous laisse improviser reine des fleurs. Et ensuite, voilà, le travail est arrivé à nous d'arriver à développer, d'arriver à donner corps à cette construction, à décider de véritablement faire une installation, donc de construire cette structure qui faisait 8 mètres de haut et à développer dans son iconographie, avec ses codes, avec bien évidemment un travail d'échange avec ses bureaux d'études, d'arriver à monter la proposition qu'on a faite cette année. Alors justement, on est allé voir bien sûr Chantal Thomas. Jean-Philippe, je vous propose d'écouter ce qu'elle va nous dire et surtout comment elle explique sa surprise de voir son projet qui arrive à maturité et qui arrive sur cette place de la Bourse. On l'écoute tout de suite, Chantal Thomas. Jusqu'à maintenant quand même, jusqu'à ce soir, je n'avais vu les images que sur un écran, un petit écran. Ouais. D'ordinateur. Donc c'est vrai que ça a été une très belle surprise de le voir en immense. Et alors ça fait quoi au cœur? Écoutez, déjà ça fait plaisir parce qu'on se dit j'ai pas raté. Parce que quand même, moi j'avais très peur. J'ai jamais fait ça de ma vie quand même. Bien sûr. Donc je savais pas ce que ça allait donner. Alors j'ai donné toutes les images que j'aime. Mais après ça dépendait quand même beaucoup de la technique et de Jean-Philippe. Donc, ça a été un frein la technique ou pas du tout? Ils ont réalisé vraiment ce que vous avez Non, ils ont réalisé pratiquement ce que je voulais. J'aurais imaginé d'en avoir... En fait, j'avais imaginé cette place remplie de bouquets de fleurs. Or, il y a un énorme bouquet de fleurs. Ouais. Et au milieu, parce qu'en fait, il y a des arbres. Et j'avais envie d'emballer tous les arbres. Bon, alors moi, en général, quand j'ai une idée, ça peut être cher, hein. Donc on a réduit à un énorme bouquet de fleurs, mais par contre très très grand et très beau, qu'on a animé complètement. Et je dois dire que c'est assez fascinant parce qu'il y a des fleurs qui sortent, il y a de la dentelle qui descend, il y a des petites dames qui marchent, des mots très beaux. Enfin c'est très poétique, romantique, c'est joli. Je suis contente. Et ce qui est hallucinant, c'est que ça va être vu par 2, 3 ou 4 millions de personnes, quoi. Oui, ça va être vu par beaucoup de gens et c'est ça qui est fascinant. Moi, j'ai toujours vu la Fête des Lumières à la télévision. Oui. Donc, déjà, je viens de faire un tour. J'ai vu au moins 5 ou 6 installations. Ouais. Et il y a des choses fabuleuses. Alors, Jean-Philippe, justement, qu'est-ce que ça fait de passer d'un ordinateur à cette fleur qui naît place de la Bourse?
Comment vous l'avez vu? On n'est pas tout à fait passé de l'ordinateur à la fleur, parce qu'entre-temps, il y a eu une maquette quand même sur laquelle on a travaillé. Donc c'est pas mal de travail. C'est un bon marathon, la fête des Lumières. Là, on en sort à peine, etc. 4 jours, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que on avait un petit peu plus imaginé, nous, bien évidemment, puisque c'est notre métier, le rendu final de cette installation. Néanmoins, c'est vrai que il n'y a que sur le site lors du premier jour de montage, une fois qu'on a monté cette forme, qu'on a vu, en fait on a été assez vite rassurés, parce que les deux craintes étaient la dimension de l'installation par rapport au site, parce que l'idée c'était quand même d'utiliser ce site de la place de la Bourse, et il fallait ni être ridicule par rapport à ce magnifique bâtiment, à cette très belle place, ni non plus être trop fat et trop prétentieux. Donc on avait l'expérience également quand même de l'année dernière, donc ça nous a donné un peu des idées de proportion, et c'est vrai qu'on a été plutôt quand même agréablement surpris par la projection et de voir notre travail projeté pour de vrai. Ouais. Mais dites-moi, il faut une équipe au top pour monter une opération. Ça mobilise combien de personnes? Là, c'est pas mal de travail, parce que du coup, là on joue à la maison, donc du coup on avait quand même pas mal de gens autour de nous, mais c'est vrai que sur la construction de la modélisation de cette forme, parce que donc Chantal nous fait un croquis au départ, etc., donc qui est notre base de départ bien évidemment, mais il faut l'extrapoler, il faut la mettre en 3 dimensions, il faut imaginer comment on va la construire, il faut la construire, il faut faire cette maquette au préalable, etc. Donc là il y a une bonne dizaine de personnes. Oui, et puis il y a beaucoup de métiers aussi. Beaucoup de métiers, ouais. On a travaillé avec des gens très bien, un collectif qui s'appelle LM Show et qui sont installés à la Friche Lamartine à Lyon, dans le 3e arrondissement, et qui est un groupement d'artistes très divers, des plasticiens, des peintres, qui habitent ensemble, enfin qui créent ensemble à l'intérieur de ce lieu, mais surtout qui partagent des outils, etc., etc. Donc la partie création-étude s'est fait ici avec eux. Ouais. Derrière, il y a eu la création des images, Wilfried Abray, la création technique de ces images et de la musique. Qui a aussi, on est assailli de messages sur Facebook qui nous demandent la musique. C'est vrai, tout le monde nous demande cette musique. Bah voilà, donc c'est une création la musique. C'est une création la musique. Alors effectivement, c'est une valse à 3 temps un peu rétro, donc Yann Tiersen est passé par là. Donc évidemment, c'est difficile de faire dans le même registre sans être comparé à lui. Mais l'idée de départ, c'était effectivement pour rentrer dans cet univers un peu romantique, quand même du coup de partir sur cette idée de valse après plusieurs autres pistes d'ailleurs, mais voilà. Et puis voilà, puis après toute mon équipe sur site, parce que c'est travailler dans l'espace public, dans le froid, encore que cette année le montage a été plutôt clément. Ah oui, on a vu votre QG, c'était plutôt pas mal. En plus on a le plus beau QG de la Fête des Lumières, parce qu'effectivement on a eu la chance de trouver ce local de projection juste en face de la place de la Bourse, donc de ce point de vue là on n'a pas eu à se plaindre, mais il a fallu la monter dehors, il y a des problèmes de sécurité, enfin il y a tout un tas de choses, donc oui, au finish ça mobilise effectivement un certain nombre de personnes. Alors justement, au niveau de la sécurité, on est allé voir Jean-François Zuravic, le directeur des événements de la ville de Lyon, et vous allez voir, à la veille de l'ouverture du public, il était déjà serein. Jean-François Zuravic. Ce soir c'est la générale, on est jeudi soir, on démarre demain soir, vendredi 6 jusqu'à lundi 9. Ouais. On passe effectivement de la maquette et des essais à l'espace public en grandeur nature. Moi je pense qu'on est prêt, mais il y a déjà beaucoup de Lyonnais qui sont dans la rue et qui essaient de voir les pré-shows, quoi. Je reste toujours très vigilant, même si je suis confiant. Ouais. On sait ce qui marche, on fait tout pour que tout soit dans les meilleures conditions, mais moi je serai vraiment tranquille lundi soir à 23h. Ouais. Alors on a inauguré le Tube ce soir, c'est une énorme réussite, c'est magnifique ce qu'on voit à l'intérieur, on a l'impression de respirer. C'est une bonne nouvelle parce que c'est une grande première, ce tunnel mode doux, 1,8 km, un tube à images. Et on est un peu comme tout le monde. Ce soir, on se demandait comment ça allait être perçu par les gens qui vont traverser à pied, à vélo, en roller, en course à pied. Et on n'a pas de référence. Ça ne s'est fait nulle part ailleurs. Donc, on va tester, mais je crois que l'accueil est très intéressant. Et surtout, finalement, 1,8 km, c'est pas long du tout. Jusqu'où vous allez aller pour nous émerveiller comme ça ? Je dis toujours que la lumière et ce genre d'événement, c'est une affaire de rencontre et de passion. Tant qu'on aura la passion et tant qu'on fera preuve d'empathie avec les créateurs, on pourra continuer. Et vous alliez la création avec la technique, ça aussi c'est pas facile finalement. Je crois que ce qui est très important, c'est d'avoir d'abord une idée et puis après de faciliter avec la technique, se mettre au service d'un passeur d'émotions. Voilà, c'est ce qu'on est.
Alors Jean-Philippe Corlin, quand on participe à la Fête des Lumières de Lyon, est-ce que ça ouvre des perspectives pour l'agence Defacto ? Oui, bien sûr, ça ouvre des perspectives parce qu'on rencontre pas mal de gens. On est vu on a calculé que en faisant 2000 ou 2500 personnes toutes les 6 minutes devant notre installation, c'est près de, 400 000 personnes qui ont pu voir ça. Donc on n'a pas non plus tous les jours l'occasion de montrer son travail à 400 000 personnes. En plus, il y a des rencontres organisées par la ville de Lyon, enfin pas la ville de Lyon d'ailleurs, la CCI et le Cluster Lumière, qui met en relation des designers, c'est une sélection de designers avec des villes qui sont intéressées pour, soit qui organisent déjà des fêtes des Lumières, soit qui sont intéressées pour en organiser. Ce qui nous a donné l'occasion du reste de pouvoir exporter l'installation d'Agatha Ruiz de la Prada, le Corazon de l'année dernière, qu'on emmène à Helsinki au mois de janvier, qu'on risque d'emmener au Brésil au printemps, donc du coup ça c'est plutôt pas mal. Et cette année j'ai effectivement participé également à ces rencontres à la Chambre de commerce avec le Cluster Lumière, où j'ai rencontré des gens de Belgique, de Bruxelles, d'Osaka au Japon, de Valladolid, de Québec, donc après ça ouvre. Ouais, ça ouvre bien. Ça ouvre un certain nombre de choses. Mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup de travail quand même. Oui, quand même. Faut pas l'oublier. Alors, c'est beaucoup de travail, mais il faut aussi du financement pour arriver à monter cette opération. Et on est allé voir justement Stéphanie P, donc, qui est présidente du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Stéphanie P. La Fête des Lumières est une institution lyonnaise tout à fait remarquable, connue bien évidemment totalement en dehors des murs. Et nous sommes nous-mêmes une institution lyonnaise d'une certaine façon. Et donc notre participation aux événements locaux est quelque chose de tout à fait naturel. Alors pourquoi cette œuvre ? Parce que Chantal Thomas est connue, quasiment universellement. On a un lieu qui est magnifique, qui est cette place de la Bourse, avec cet écrin pour accueillir ces arbres, pour accueillir un bouquet de fleurs. Et on s'est dit qu'au moment de la Fête de la Lumière, mettre en scène quelque chose qui était à la fois dans son univers, mais quelque chose qui sortait aussi un peu de ce qu'elle faisait d'habitude, c'est une façon de mettre en valeur Lyon, de mettre en valeur l'artiste, Chantal Thomas, et puis un peu quelque part aussi de mettre en valeur la Caisse d'épargne. Alors en plus, avec une montée en puissance par rapport à l'année dernière, vous avez passé un cran supplémentaire ? Eh bien, écoutez, l'année dernière, on avait fait une opération de ce type avec Agatha Ruiz de la Prada et un chœur qui était absolument formidable. On est dans un autre univers, mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est de nouveau avec des femmes, des artistes, et que moi, je suis très très fière de représenter un établissement qui soutient les femmes, qui savent innover, qui savent sortir des sentiers battus, et elles en sont toutes les deux vraiment le parfait exemple. J'ai eu le plaisir d'assister au montage du bouquet lundi en début de semaine. Et voilà, je ne savais pas du tout à quoi ça allait ressembler et j'étais emballée. Et là, ce qui me fait le plus plaisir, c'est la foule qui est devant le bouquet. Le bouquet est magnifique, il est somptueux. Et la foule, c'est simplement la reconnaissance de la réussite de ce magnifique bouquet. Alors justement, les partenaires, Jean-Philippe Corlin, c'est hyper important pour monter des grands projets. Non, mais tout à fait, oui, c'est ça, parce que du coup, c'est vrai que le club des partenaires s'est vraiment développé là au cours des années. C'est vrai qu'une manifestation comme celle-ci, qui est financée presque à 50% aujourd'hui par des partenaires privés, c'est quand même notable. Et en l'occurrence, entre la Chambre de commerce et la Caisse d'épargne, c'est vrai qu'on a trouvé là du coup une paire de partenaires vraiment impliqués, vraiment intéressés, et donc ça fait toujours plaisir, effectivement. Donc on les remercie. Voilà. C'était donc Jean-Philippe Corlin. Merci Jean-Philippe d'être venu. On va se revoir certainement dans Social Net Club avec l'agence Defacto. Je vous propose d'aller au bar et au bar on va retrouver Victor Bosch, le directeur du Radiant Bellevue, et puis on finira avec Stéphane Cassé et puis sans oublier Luc Hernandez du magazine Exit. Voilà, on se retrouve avec Victor Bosch, le directeur du Radiant Bellevue. Merci Victor d'être venu ici au Barrio Club pour Social Net Club. Alors, le Radiant Bellevue est un équipement culturel et municipal de la ville de Caluire et Cuire qui a été rénové récemment. Je crois que l'inauguration a eu lieu au mois de janvier. Le 15 janvier. Voilà, c'est ça. C'est un très bel outil, Victor Bosch, que le Radiant Bellevue, avec cette magnifique vue d'ailleurs. Oui, c'est un bel outil, c'est un beau bateau, c'est presque un château au lieu de en haut de cette colline. C'est un bel outil et puis je pense qu'en ce moment il est en train de prendre son envol et avec la distribution qu'on arrive à avoir, on est un peu comblé, on est ravis. Écoute,
Pour le moment, ça se passe très bien, ouais. Alors avec une jauge élastique, ça va de 1000 à 2400 personnes dans la grande salle, en tout cas pour la grande salle. Un confort acoustique assez rare dans cette salle, je dois dire. Et puis une petite salle avec 100 et 240 places. En fait, vous ouvrez un champ très très large. Je pense que c'est sa force. Aujourd'hui, on peut accueillir des groupes en devenir dans la petite salle qui s'appelle le Club Bellevue avec 240 personnes debout, 100 personnes assises. Ensuite, on peut accueillir des pièces de théâtre populaires qui va jusqu'à 1100 places assises. Ensuite, on peut faire des choses beaucoup plus intimistes avec une jauge à 400, 500 personnes. Ouais. On peut faire des groupes de rock qui vont jusqu'à 2500 personnes. Ensuite, on peut faire des groupes de variété, enfin des artistes de variété qui vont jusqu'à 1900 assis debout. Enfin, on a un éclectisme qui est assez sympathique, quoi. C'est vrai. C'est la force de ce lieu d'ailleurs. Et puis alors, Victor Bosch, vous, votre spécialité, c'est quand même la programmation. Vous ouvrez vraiment vous faites de tout, quoi. Vous venez de le dire. On a vu passer chez vous Sanseverino, Nilda Fernandez, Anne Roumanoff, Vanessa Paradis, mais aussi Pierre Richard, Alain Delon, Mesmer. Ayam. Oui. Donc, en fait, c'est ça le secret pour qu'une salle marche et existe ? Non, je pense que là, dans le cas précis, la salle s'y prête. Et cette salle est assez atypique. Et elle a une configuration, un éclectisme déjà par sa construction et par la modularité qu'elle peut avoir. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui lui donne beaucoup de force. Et après, il n'y a plus qu'à l'alimenter, si j'ose dire. Voilà. Plus que On essaye. Alors, vous allez nous préparer quoi pour l'avenir, Victor ? On est en train de préparer pas mal de choses là, il va y avoir les fêtes, donc il y a des choses assez sympas. Alors parlez-nous justement de votre programmation à venir chez vous quand même. Voilà, venez voir le Cirque Invisible qui est la famille Chaplin, c'est Victoria Chaplin avec Jean-Baptiste Tiret qui sont des gens formidables et qui font un cirque, nouveau cirque avec, c'est très féerique à voir en famille. On va faire les adieux du Quatuor, ils s'arrêtent, donc c'est la dernière tournée, donc on les accueille là aussi pour les fêtes. On fait venir aussi un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Monsieur Dussolier, qui va faire une lecture sur des grands classiques, on appelle ça la bibliothèque de Dussolier. Voilà, on va continuer à alimenter, on fait venir des clowns russes complètement fous qui s'appellent la famille Semianiki. Enfin, voilà, on passe d'une chose à l'autre et puis sans oublier toujours de la variété, du rock pour que personne ne se sente lésé et que tout le monde vienne à un seul et même endroit, le Radiant Bellevue. Voilà. Alors, j'ai entendu comme ça, vous étiez batteur dans une autre vie. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça vous chauffe pas de rejouer un peu de la batterie? Non, je pense que quand on a fait quelque chose jusqu'au bout et qu'on a bien vécu sa passion, on n'a jamais de regrets. Moi, personnellement, c'était une belle époque, mais je ne voudrais pas revenir derrière ma batterie parce que l'époque est finie, quoi, et c'est autre chose. Alors, une autre page qui se tourne, et je voulais en parler avec vous, c'est Jean-Louis Foulquier qui vient de nous quitter. Un petit mot sur Jean-Louis Foulquier. Jean-Louis, c'est un homme formidable. Je pense qu'il nous a quittés parce que c'était un bon vivant et c'était quelqu'un qui aimait la vie. Il aimait les artistes, il aimait surtout le spectacle et la chanson française, mais il aimait aussi l'après-spectacle. Mais c'est tout ça en le valorisant. Donc je pense qu'il a brûlé la chandelle par les deux bouts et à 70 ans, c'est quand même jeune de partir comme ça. Mais Jean-Louis, c'est quand même un grand monsieur, un capitaine. Tout le monde lui rend honneur et moi personnellement, j'ai été très triste de savoir qu'il était décédé. Vous l'avez connu, bien connu? Oui, très bien, très bien. Très bien, oui, parce que si vous voulez, on se croisait beaucoup au Festival des Franco, quand il était à France Inter aussi. C'était un homme qui était vraiment passionné par ce qu'il faisait, donc tout le monde, dans ce métier, tout le monde le connaissait et c'était un homme formidable. Ouais. Alors on fera quand même la fête avec Jean-Louis Foulquier, il nous regardera de là-haut, on viendra dans votre belle salle de spectacle. Voilà, on veut toujours qu'on se dise, mais ça se passe où? Ça se passe au Radiant Bellevue, voilà, c'est tout. Donc pour ça, il faut alimenter sans arrêt la chaudière du bateau pour que le bateau n'arrête pas de naviguer. Voilà. Il est fort ce Victor Bosch. On essaye. Voilà, alors on a fait un petit clin d'œil évidemment aux grandes salles de spectacle, mais on est allé voir aussi Stéphane Cazé pour justement parler des cafés-théâtres. Stéphane Cazé qui est le directeur
de la Comédie Odéon, du Boui-Boui et du Rideau Rouge. On l'écoute tout de suite, Stéphane Cazé. Ça nous fait plaisir d'être ici à l'Odéon pour le premier anniversaire. Alors, comment vous sentez-vous pour ce premier anniversaire, Stéphane Cazé ? Je suis très content parce que c'était un pari, l'Odéon, et comme tout pari, c'est jamais gagné d'avance. Un 300 places en hypercentre, et les Lyonnais, les professionnels ont répondu présent. Ça va de Patrick Bruel qui a été le premier grand invité jusqu'à des spectacles pour enfants. On a fait du Molière, on a fait de l'humour, on a eu toute la nouvelle scène qui est venue, les gens de la génération Ruquier, on ne demande qu'à en rire, bref, sur Canal+, Claudia Tagbo. On a eu aussi des grands anciens comme Popek qui étaient là, des valeurs confirmées comme Smaïn, des grandes pièces de café-théâtre. Actuellement, on a 2 spectacles exceptionnels qui sont en exclusivité à Lyon chez nous et qui n'étaient jamais venus avant, qui s'appelle J'aime beaucoup ce que vous faites et Amour et Chipolata. On fait de la musique, on fait du cabaret, il y a des rendez-vous mensuels qui s'installent comme le plateau d'artistes Le Smile, où maintenant on a des artistes de la France entière qui viennent. La revue de presse de Gérard Angel, qui est un peu notre Jacques Martin local. et donc, on a fait beaucoup de choses, tout ce qu'on rêvait de faire et qu'on ne pouvait pas faire dans nos cafés-théâtres, qui sont le Boui-Boui et le Rideau Rouge, parce que économiquement et puis au niveau de la structure, c'était pas possible. On les a fait à l'Odéon et le public a répondu présent. Donc, ça va être un grand, beau, bel anniversaire. Alors, au fond, c'est peut-être ça, c'est l'éclectisme en fait d'un café-théâtre pour que ça fonctionne. Alors, Pour un café-théâtre pur et dur, on va dire comme le Boui-Boui ou le Rideau Rouge, je pense pas qu'il faille aller chercher trop à côté de ce que les gens viennent chercher pour le café-théâtre. Sur un lieu comme l'Odéon, qu'on a qualifié, nous, de café-théâtre parce qu'on voulait garder l'esprit du café-théâtre, c'est-à-dire la convivialité, la simplicité, l'ouverture d'esprit. Je voulais pas que les gens se disent « Oh, c'est pas pour moi, c'est un peu guindé, etc. » Donc on a gardé café-théâtre. Mais en fait, on est plus proche d'un mini musical, puisqu'on peut faire plein de choses. On a un public, évidemment, de café-théâtre qui vient, mais aussi d'autres styles de public qui viennent consommer de la musique, qui viennent à des soirées privées, qui viennent voir des plateaux d'artistes, qui viennent voir un Molière, etc. On est vraiment un mini musical de centre-ville, comme il pouvait y en avoir dans les années 60, etc. D'ailleurs, ici, ce lieu, un lieu historique, puisqu'il date de 1907, et il a eu ses grandes heures, etc. Et on a renoué un peu avec cette tradition, sachant que il y a une règle, c'est toujours grand public, nos spectacles, c'est jamais ni élitiste, ni trop pointu. Et puis, à 80%, on est sur de l'humour. Mais voilà, ce soir, par exemple, il y a Gérald de Palmas qui fait un concert privé. Alors, on va parler un peu de la programmation, donc de l'Odéon, mais aussi des autres cafés-théâtres, parce que faites-nous envie, on va venir chez vous pendant cette période de vacances. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par l'Odéon. Donc, je l'ai cité, les 2 grandes pièces qu'on a actuellement. Je suis vraiment très content de les avoir parce que c'est des pièces qui jouent à Paris depuis plus de 10 ans, qui n'étaient jamais venues à Lyon, tout simplement parce que les cafés-théâtres sont sous-dimensionnés pour les accueillir et ils n'ont aucun intérêt à aller jouer à la Bourse du Travail, c'est trop grand pour une pièce de théâtre. Donc on a trouvé un compromis avec les producteurs, on les a installés à Lyon pour une durée de 3 mois, il s'agit de J'aime beaucoup ce que vous faites et Amour et Chipolata, et les producteurs disaient « Ah mais 3 mois dans la 300 places à Lyon, ça tiendra jamais ». Et en fait si, on est comme sur Paris au final, on aurait pu même tenir toute la saison tellement ça fonctionne bien. Ça vous donne des idées peut-être ? Oui, je pense que maintenant on va s'orienter de plus en plus vers une programmation au niveau de la durée type parisienne, c'est-à-dire on part minimum pour 3 mois et option de prolongation à mi-parcours et on fait la saison. Parce que quand c'est bon, quand c'est qualitatif, à l'Odéon, en tout cas, vu sa situation géographique, vu les moyens qu'on a mis dans le confort et dans l'accueil, eh bien, le public nous suit. À l'Odéon, vous allez avoir donc ces 2 pièces-là. J'ai cité le Smile, qui est un plateau d'artistes qui est animé par Jocelyn Flippo, avec maintenant des artistes qui viennent de la France entière pour se faire connaître sur Lyon. Ils font leur promo et après, ils disent qu'ils jouent dans tel café-théâtre, etc. Et c'est ouvert à tous les artistes qui jouent dans tous les cafés-théâtres de Lyon. Il n'y a pas que mes cafés-théâtres qui sont cités. Il y a la revue de presse de Gérard Angel, évidemment, avec 2 invités politiques à chaque fois. Il y a Cabaret Lyon, qui est un spectacle de cabaret avec des danses et des numéros burlesques. Et puis, je crois que je n'oublie personne. Ça, c'est pour les fêtes de fin d'année. Et un petit plus, c'est que le soir du 31 décembre, sur les 3 théâtres, Boui-Boui, Rideau Rouge et Odéon, je vous engage à aller sur le site internet, soit de l'un, soit de l'autre, c'est-à-dire rideaurouge.fr, boui-boui.com ou comédieodéon.com, parce qu'il y a 16 spectacles en tout. En fait, en gros, c'est le meilleur de toute la saison qu'on a regroupé sur le 31 décembre. Pour parler du Boui-Boui et du Rideau Rouge, actuellement, au Rideau Rouge, vous avez des pièces de café-théâtre. On a Si je t'attrape, je te mords, qui est un énorme succès. Et Chéri, faut qu'on parle, qui sont des très bonnes pièces de café-théâtre. Et au Boui-Boui, maintenant, on s'oriente sur la nouvelle scène, un petit peu des one-man et des duos, puisque le salle s'y prête bien. Et on a Alex Ramirez, qu'on aime beaucoup, mais moi je suis pas objectif puisque c'est moi qui fais la mise en scène,
donc allez voir. Et puis on a un duo Maille et Chanfray, et Olivier Maille est l'auteur de la pièce Si je t'attrape, je te mords. Est-ce que, parce qu'on vous connaît en tant que directeur théâtre, mais est-ce qu'on va vous voir un peu sur les planches, parce que vous venez de le souligner pour la mise en scène. C'est un peu l'Arlésienne, mais là, depuis quelques mois, il y a une nouvelle génération d'artistes qui n'arrêtent pas de me dire, et j'en suis extrêmement flatté, mais enfin Stéphane, il faut que tu remontes sur scène, etc. Donc j'ai réfléchi, j'ai quelques idées. Je pense que là, par exemple, le soir, maintenant, je me suis remis au Rideau Rouge à faire la présentation, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis dit, tiens, finalement, j'y prends à nouveau du plaisir. Donc, je réfléchis à remonter sur scène en septembre. Si je le fais, il faut que je le fasse comme il faut. Il faut que je trouve le bon angle. Il ne faut pas que ça gêne mon activité de directeur de théâtre, parce que voilà, ça prend beaucoup de temps. Mais bon, l'envie est là, en tout cas. Donc, je pense que je sauterai le pas si le temps, si j'ai le temps de le faire comme il faut, parce que le faire pour le faire, ça m'intéresse pas. Luc Hernandez, vous êtes donc rédacteur en chef du magazine, l'excellent magazine Exit. Vous sortez le numéro 18, on va le voir, on va l'effeuiller. Alors, que trouve-t-on au sommaire du numéro 18 d'Exit? Alors, Exit, c'est le magazine des sorties, donc c'est à la fois les sorties culturelles, mais aussi les sorties touristiques ou les sorties gastronomiques. Donc vous trouvez à la fois un dossier sur les cafés-théâtres de Lyon. Je crois d'ailleurs que c'est le premier dossier où vous trouvez tous les cafés-théâtres de Lyon. Alors là, vous avez fait une enquête sur tous les cafés-théâtres? Sur tous les cafés-théâtres et du point de vue de leur histoire. C'est-à-dire on raconte comment ils sont nés, du plus vieux qui n'existe plus aujourd'hui, La Graine, mais qui a donné un joli petit frère qui est l'Espace Gerson, jusqu'au dernier en date qui est Sous le Caillou à la Croix-Rousse, si je ne me trompe pas, et le Repère, un tout petit peu plus vieux, mais à peine. Et le Repère, il est né en même temps qu'Exit, il y a 3 ans. Ah d'accord, ok. Et donc vous faites le tour, l'horizon de la programmation essentiellement, ou vous racontez l'histoire du café-théâtre? On raconte l'histoire c'est comme des portraits, mais pour les lieux. C'est-à-dire comment le café-théâtre est lieu, s'il est né, quelle spécialité il peut avoir, et puis éventuellement on annonce les spectacles de décembre, certains d'entre eux, parce qu'il y a une programmation quand même assez prolifique à Lyon. Mais voilà, c'est un petit panorama complet de toute l'œuvre de café-théâtre qu'on peut trouver à Lyon, qui est quand même unique en France. En termes d'offres, il n'y a pas d'équivalent. Ouais, c'est quand même pas mal. Exit, ça se trouve en kiosque, mais vous avez aussi un site internet? On a un petit site internet, exitmag.fr, mais on est essentiellement vendu en kiosque. Enfin, le vrai. Alors, vous ne trouvez pas sur le site internet le dossier sur les cafés-théâtres, par exemple. Vous trouvez d'autres choses. On fait des critiques à chaud, notamment de cinéma, sur le site internet, et par contre tous les dossiers de fond ou les grands papiers restent sur le papier en kiosque. Vous avez réussi à faire ça, c'est-à-dire que ce qu'on trouve dans le papier, on le trouve pas sur internet et vice versa du coup. Pour un payant, c'est mieux. Après, il nous arrive de mettre certains papiers de fond plus tard, une fois que le numéro est écoulé. Mais voilà, puis en plus je vois pas bien l'intérêt, y compris pour ceux qui ont acheté le magazine, d'aller retrouver sur le site ce qu'ils ont déjà en main. Donc autant que ce soit complémentaire. Alors, Luc Hernandez, qu'est-ce qu'on trouve comme rubrique récurrente qui viennent chaque 2 mois? Alors là, on en a une qui s'appelle l'inconnu célèbre, qui sont des gens connus dans leur spécialité, souvent des artisans ou des artistes, mais pas forcément connus du grand public. Et là, on a un spécimen assez étonnant qui s'appelle Michel Gaillard. Et Michel Gaillard, il a restauré l'orgue de l'auditorium et ses 6500 tuyaux. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Donc ça lui a pris des années. Et donc on a rencontré cet artisan, on a pu faire une photo au milieu des tuyaux. Et donc on raconte l'histoire de ce sauveur d'orgue en fait. Parce que c'est quelqu'un qui restaure, sachant que l'orgue de l'auditorium a une particularité, c'est que c'est le seul orgue de France dans un lieu laïque. La plupart des orgues sont dans les églises. Bien sûr. Lui, c'est un orgue qui se trouve encore dans une salle de concert. C'est le dernier. Et c'est celui qui a servi à créer la 3e symphonie de Saint-Saëns notamment. Et le son a été complètement métamorphosé, parce que vous imaginez une vidange de 6500 tuyaux, vous vous doutez que ça marche un petit peu mieux à l'arrivée. Et donc, et en plus, évidemment, c'est comme tous les grands artisans, c'est des gens absolument passionnants, parce qu'ils sont à la fois très conviviaux et complètement obsessionnels. Il faut avoir quand même un certain grain de folie pour passer sa vie dans 6500 tuyaux pendant des mois. Et donc, il l'a fait. C'est une sorte d'archéologue de la musique. Alors, on a parlé tout au long de cette émission
des sorties, bien sûr, des théâtres avec Victor Bosch, des cafés-théâtres avec Stéphane Cazet. Alors vous, votre coup de cœur chez Exit, c'est quoi pour cette fin d'année Alors moi j'en ai deux. Si je reste sur les cafés-théâtres, il y a, je crois que vous aviez interviewé Stéphane Cazet, si je ne m'abuse. Et au Boui-Boui, qui est le petit Boui-Boui historique de Stéphane avant qu'il ait fondé et le Rideau Rouge et la Comédie Odéon, il y a un jeune humoriste qui avait démarré à Lyon. On l'avait mis en couverture d'Exit au tout début, d'ailleurs, je crois au numéro 8, il me semble. On avait fait une couverture sur les jeunes humoristes qui s'appelle Alex Ramirez. Dans le spectacle, Alex Ramirez est un grand garçon, qui est d'ailleurs mis en scène par Stéphane Cazet. Exactement. Alors, j'aime beaucoup Stéphane, mais ça n'a rien à voir. C'est mon coup de cœur absolu. Parce que c'est un comique à la fois familial et pas convenu. D'accord. C'est quelqu'un qui avait fait un premier one-man show qui s'appelait Saison 1, H-E-I-N, point d'interrogation, inspiré des séries télé. Et là, il s'appelle Alex Ramirez est un grand garçon. Et c'est un spectacle très cartoonesque qui retrouve le sens de la composition des personnages, qui est une vraie tendance du café-théâtre. C'est-à-dire on quitte le stand-up, on peut en faire un petit peu, mais on part vraiment sur la construction de personnages par des comédiens qui savent absolument tout jouer. Donc vous voyez défiler une quinzaine de personnages. Il y a une nounou très ingrate avec ses enfants, avec une voix de Maria Paco un peu grisâtre et enfumée, absolument extraordinaire. Il y a un passage, il y a une diatribe anti-couple à mourir de rire, et en même temps c'est vraiment drôle comme si vous regardez un cartoon. C'est vraiment un très très beau spectacle. C'est jusqu'à fin décembre au Boui-Boui. Et puis le deuxième, il est plus... Je dirais il est plus connu maintenant, mais quand même, il s'appelle Verino. Et c'est d'ailleurs des artistes assez jumeaux. Ouais, c'est la même école. Et lui aussi est très dans la composition des personnages. C'est vraiment un très grand artiste. Alors lui, il n'a qu'une seule date, c'est à la Salle Rameau. C'est le 20 décembre. Et c'est son tout nouveau spectacle, dont moi j'avais vu quelques extraits sur l'Espace Gerson. Il le rodait juste avant l'été à l'Espace Gerson. Et c'est pareil, c'est un comédien vraiment exceptionnel. En termes de création de personnages, c'est assez inouï. Voilà, donc les deux coups de cœur de Luc Hernandez. Prochain numéro, ça sera 31 janvier. 31 janvier, on connaît déjà la une. Oui, moi je le connais. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits scoops? Oui, qu'est-ce qu'on va vous la donner? On fera un dossier sur l'ouverture le dimanche. Tout ce qui est ouvert le dimanche, les restos, les meilleurs brunchs, les bons plans apéro des marchés, les musées, mais aussi tout ce que vous avez rêvé de faire le dimanche et vous pensez que vous ne pouvez pas parce que c'est fermé, alors qu'en fait, il y a un quincaillier ou un magasin de déco juste en bas de chez vous, vous allez retrouver le bricolage du dimanche. Génial. Donc voilà, on va faire un dossier sur tout ce qu'on pensait ne pas pouvoir faire le dimanche et qu'on pourra faire quand même. Génial. Merci Luc Hernandez. N'oubliez pas le magazine Exit pour tout connaître sur Lyon, toute sa sortie pour Lyon. Voilà. Voilà, eh bien on va terminer tout en musique puisque 2014, eh bien ce sera l'année du Brésil. On va beaucoup parler du Brésil. Voilà, c'est la fin de cette émission Social Night Club. On va remercier évidemment le Barrio Club de nous avoir accueillis, tous nos invités. On va remercier évidemment Michel Jaoui, Béatrice Lachana et tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission, sans oublier évidemment Fred Vialet. Allez, bonsoir, bye bye. Dos mil quatorze será o ano do Brasil. Lyon Social Club Net desejamos muito un feliz ano novo. Alors pour ceux qui parlent pas le portugais lyonnais, ça veut dire 2014 sera l'année du Brésil. Lyon et Social Net Club vous souhaitent une très très bonne année. À la revoyure les gones. Na 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 na.